du monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Notre aventure d'aujourd'hui se tiendra en Floride au parc Epcot. Ce parc refait présentement son identité et sera sous peu composé des World Discovery, Nature et Celebration, sans oublier le World Showcase. Ce dernier a vu le jour avec l'ouverture du parc en 1982 et est resté et restera sensiblement le même lors de la reconstruction d'Epcot. Sortez votre passeport car on part pour un tour du monde à découvrir le génie de la conception du Master Planning qu'on pourrait traduire par la planification maître du World Showcase. Si vous n'êtes jamais allé au Walt Disney World, cette portion du parc regroupe plusieurs pavillons à l'effigie de différents pays dans le but d'en promouvoir sa culture et ses paysages. À ce jour, il y a 11 pavillons répartis autour d'un lagon, ce qui crée une vue panoramique vraiment intéressante. Au premier regard, on voit une célébration, une harmonie, une union des différentes cultures et peuples humains, mais ce sentiment-là provient de la planification de la logique de disposition des pavillons, parce que comme je vous l'ai dit, il y a seulement 11 pays représentés. Si on sort notre carte du monde politique, on peut compter autour du globe 253 pays et territoires, ce qui fait moins de 5% des pays, ou au plus 12% de la population humaine, ce qui n'est vraiment pas la majorité, surtout qu'en plus de ces 11 pays, 100% sont dits développés, ce qui crée une forme d'exclusion quand on y pense. Les pays riches ont une vitrine et ceux en développement, ils n'en ont pas. Enfin bref, tout ça pour dire que la position de chacun des pavillons a été soigneusement réfléchie pour créer cet effet de grande diversité. Bon, il y avait aussi des concepts de départ qui a positionné quelques premiers pavillons et tout le reste est dessiné selon quelques règles simples. Attendez, on va reconstituer les réflexions de la conception, puis je vous garantis que vous allez voir le World Showcase d'un nouvel œil. Donc ça ici, c'est l'espace que nous disposons, on a le lagon, et pour vous situer un peu, l'entrée principale du parc avec le monorail est par là, et ici nous retrouvons l'International Gateway, qui est l'entrée secondaire à Epcot, c'est là qu'il y a la station du Skyliner et l'accès vers les hôtels Boardwalk, Yacht et Beach Club. Lorsque les Imagineers se sont assis autour d'une table pour décider de la disposition des premiers pavillons, leur premier réflexe était de positionner celui des États-Unis directement au centre à l'avant du lagon pour que ce soit la première chose qu'on voit, qu'on visite en arrivant dans le World Showcase, car ce pavillon est celui du pays hôte, parce que, on va pas dans ce pays pour découvrir les États-Unis, car on est déjà aux États-Unis. Par contre, si on veut en savoir davantage sur l'histoire du pays, c'est le parfait endroit. Donc là, on a placé les États-Unis, et étant donné que deux pays qui se sont joints rapidement au World Showcase sont le Mexique et le Canada, et qu'en plus ce sont les deux seuls voisins des États-Unis, on s'est fait une petite folie en plaçant ces pays de part et d'autre du premier pour un clin d'œil géographique. Oh, et parlant de références géographiques, il y a deux pays qui se sont rajoutés à peu près en même temps au projet, la France et le Royaume-Uni. Les Imagineers ont pensé à un concept de les intégrer ensemble. Dans notre vrai monde, on retrouve la France à un certain endroit et le Royaume-Uni pas trop loin à côté, mais sont séparés par une étendue d'eau. Dans les années 80, on parlait de peut-être unir les deux pays par une infrastructure ou un transport quelconque, et on a fini par avoir en 1993 le tunnel sous la Manche, le plus long tunnel sous-marin au monde et l'une des 7 merveilles du monde moderne selon l'American Society of Civil Engineers. Mais à Epcot, on a été plus réactif dans cette union en positionnant les pavillons de part et d'autre d'un cours d'eau et en les unissant par un pont, celui qui permettra en même temps d'accéder à l'International Gateway. Et la position du pavillon du Royaume-Uni est idéale adjacent au Canada car il y a un certain héritage culturel toujours présent aujourd'hui et plusieurs similitudes entre autres par le style des jardins. Puis, ils sont pas trop pareils non plus. L'architecture des bâtiments dans le pavillon canadien fait surtout ressortir l'héritage français, car ça, c'est important que deux pays côte à côte ne soient pas trop similaires en termes de leur architecture, parce que lorsque les visiteurs marchent dans le World Showcase, on veut qu'ils sentent facilement le changement de pavillon. On prend pour acquis qu'ils ne connaissent rien en culture du monde. Alors, plus les pays vont se contraster, plus les visiteurs vont savoir qu'ils sont rendus ailleurs et plus ils voudront connaître où ils sont et s'intéresser au pays. Alors, avec cette idée en tête, on va tout de suite s'assurer que les deux pays asiatiques qui se sont ajoutés pour le moment, soit la Chine et le Japon, sont bien séparés l'un de l'autre. Parce que, tu sais, on s'entend, ces deux cultures sont vraiment très différentes et chacune a sa richesse, mais malheureusement, dans la tête du grand public, ce qui est asiatique est chinois, mais c'est pas vrai, là, c'est des mondes totalement opposés. C'est comme si on généralisait puis on disait que ce qui est européen est français. Mais il y a tellement de cultures en Europe, la France et l'Allemagne, totalement différents. La France et la Grèce, totalement différents. La France et la Slovénie,
totalement différent. Eh bien, c'est la même chose en Asie. Il y a d'innombrables cultures, la Chine, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, le Laos, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Kazakhstan et beaucoup d'autres, là. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, le World Showcase. Une autre couple de pays qui se sont ajoutés dans les premiers sont l'Allemagne et l'Italie. Ben tiens, les Imagineers les ont placés au centre entre la Chine et le Japon. Donc, ça, ce sont nos 9 pays originaux présents à l'ouverture du World Showcase. Attendez, apparemment, il y a des petits changements. On dit que peut-être que les Américains sont un peu trop centrés sur eux-mêmes, puis qu'une bonne partie des visiteurs, pas tous on s'entend, iraient voir leur pavillon et retourneraient dans le Future World par la suite sans même donner une chance aux autres pays. Donc, pour y remédier, Disney Imagineering prend la décision de repositionner le pavillon des États-Unis au bout complètement du lagon. Comme ça, les visiteurs seront obligés de passer au travers plusieurs pays différents avant d'arriver dans le leur. Par contre, on va juste modifier un peu l'emplacement de l'Italie et de l'Allemagne. Comme ça, il y aura 4 pays d'un côté et 4 de l'autre. Ça sera bien équilibré. Ah, mais là, les concepts des 3 pays voisins entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça marche plus du tout. Bon, ben tant pis. Alors, ce que vous voyez là présentement, ce sont l'emplacement définitif des pavillons à l'ouverture du parc en 1982. Mais si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez qu'on parlait de 11 pavillons, alors qu'ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En effet, 2 pavillons se sont ajoutés en 1984 et 1988, soit respectivement le Maroc et la Norvège. Le pavillon marocain a été positionné juste à côté de celui de la France à cause de leur rapprochement linguistique par le français, mais sinon visuellement, on s'entend que les pavillons sont des extrêmes opposés. Quant à la Norvège, il n'y a pas de raison particulière pourquoi ils l'ont mis là, probablement pour équilibrer les deux côtés du lagon, puis les séparer entre autres des autres pays européens, pour toujours une belle mixité. Mais en même temps, côté répartition des attractions, le choix n'est pas trop stratégique, car ça concentre les tours de bateau dans 2 pavillons adjacents. Mais bon, rendu là, le choix de prioriser le paysage et la diversité et la richesse culturelle n'est pas un mauvais choix, car c'est après tout la mission du parc Epcot. Pour l'avenir, on ne sait pas s'il va y avoir du nouveau. Ça fait des années qu'il y a des rumeurs d'un pavillon du Brésil. Mais ça, bon, ça part et ça revient. Donc, je vais y croire seulement lorsque Disney l'annoncera publiquement. Et je pense que la stratégie de Disney n'est pas forcément d'ouvrir de nouveaux pavillons. Je pense qu'ils préfèrent y aller avec des agrandissements. Il y a quelques années, la Norvège a élargi son pavillon avec, entre autres, le Meet and Greet d'Anna et Elsa. Il y a aussi le pavillon de la France avec sa nouvelle attraction de Ratatouille qui ouvrira prochainement. Et même, on avait annoncé une extension au pavillon du Royaume-Uni avec une attraction de Mary Poppins, mais faute à la pandémie de la COVID, le projet est sur la glace et malheureusement, je pense qu'il sera annulé. Ah bon. Pour finir, là, étant donné qu'on parle de pays et de voyages, mais aussi de la pandémie, je veux vous partager un message d'espoir. On lâche pas, oui c'est difficile, la deuxième vague s'étire, oui les voyages, faut s'en priver et les reporter, mais bientôt, on va pouvoir retourner dans les parcs Disney et voyager autour du monde, en espérant que le temps d'attente qui nous est imposé en ce moment apporte des réflexions à tous sur l'humanité, de la reconnaissance et de l'inclusion qu'il faut y faire sur les différentes cultures, sur les différentes ethnies, sur la différence de spiritualité ou d'identité sexuelle et j'en passe, et que chacun d'entre nous prenne le temps d'observer les inégalités qui nous entourent, hommes-femmes, pays développés destructeurs et pays en développement endettés par les riches, humains et animaux exploités, et la liste continue encore et encore. Faut pas attendre qu'un gouvernement agisse, le changement c'est maintenant et à chacune de vos décisions. Encouragez local, bio, vegan, dénoncez publiquement les inégalités lorsque vous les voyez et ensemble construisons un monde meilleur. Ensemble, construisons notre bonheur.